BFM Business partenaire. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC, avec le cabinet Stratégie Bain. On est ensemble avec Vincent Beaufils pour faire passer l'entretien HEC à une personnalité. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Et aujourd'hui notre invité est PDG du leader mondial des tickets restaurants et des services spécifiques. On verra ce que c'est que les services spécifiques aux entreprises Edenred. Bonjour Bertrand Dumazy. Bonjour Edwige Chevrillon. Alors bonjour Bertrand Dumazy. Effectivement, Edenred est issu d'une scission qui avait été faite avec Accor en 2010 et vous dirigez Edenred depuis 2015. Vous avez fait pas mal de chemin puisqu'Edenred est entré au CAC 40 il y a presque un an et vous êtes présent dans 45 pays. Il y a 60 millions de salariés qui utilisent vos produits. Vous réalisez 2,5 milliards de chiffre d'affaires, mais le volume en fait d'affaires est de plus de 40 milliards. Alors cette interview, Bertrand Dumazy, est à la fois sur le print de Challenge, mais également sur l'antenne de BFM de BFM Business pendant le week-end, et puis sur les sites de nos deux maisons, BFM Business et Challenge. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Vous verrez une petite surprise, mais je la dévoile un petit peu parce que les tickets restaurants, ils ont été inventés par Jacques Borel, oui. 97 ans. Et tout à l'heure, vous savez, il y a les questions des alumni, des HEC. Et il a une question pour vous, même si c'est moi qui vais la poser. Parce que, justement, il est un petit peu vieux pour manipuler quand même les vidéos. C'est pas très simple pour lui. Mais vous verrez, il a tenu à vous poser une question. La partie, tout d'abord, une partie actualité, une partie business, le brief de Bain. Et puis, dans la deuxième grande partie, l'entretien HEC, effectivement, les questions des alumni, un micro-trottoir. Et puis, les conclusions, on parlera peut-être vélo, tiens, vous nous direz pourquoi. Tout de Allons-y. Suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question un peu basique, pardonnez-moi. Avec l'augmentation des prix dans la restauration, est-ce que vous pensez que le montant des tickets restaurants doit être déplafonné ? Alors, il a déjà été déplafonné. Un peu, oui, mais encore plus. Écoutez, ça ne fera pas de mal, mais je pense que ça n'est pas la priorité, puisque aujourd'hui, quand on regarde le plafond tel qu'il existe en France, il n'est pas encore utilisé à 100%. Donc d'abord, utilisons 100% du plafond, et ensuite, ça pourrait augmenter en suivant au moins l'inflation. Qu'est-ce que c'est, 100% du plafond ? Alors aujourd'hui, en fait, vous pouvez avoir environ 14 € par jour, cofinancés par l'employeur et l'employé. Juste, est-ce qu'il faudrait que ça soit justement lié à l'inflation ? Alors, c'est déjà le cas en France, c'est-à-dire que le plafond du ticket restaurant en France suit un indice d'inflation et donc la possibilité augmente chaque année. Alors, vous avez peut-être vu la semaine dernière que Michelin a mis en place partout dans le monde un salaire décent. Est-ce qu'à votre sens, le titre restaurant devrait faire partie de ce minimum décent ? Oui, d'abord, moi, je suis très intéressé par cette initiative. D'ailleurs, quand j'en ai entendu parler, je me suis posé avec le DRH du groupe en disant « Est-ce que tu peux rapidement me faire une évaluation de comment sont payés nos différents collaborateurs dans le monde, puisqu'on est dans 45 pays et avec des situations économiques très différentes. » Et donc, moi, j'aime beaucoup cette notion de salaire décent, c'est-à-dire que faut-il pour vivre décemment quand on a un salaire et 2 enfants à charge. Donc déjà, chez Edenred, on va le regarder de très près. Deuxièmement, je pense qu'il faut regarder le salaire et tous les avantages aux salariés. Ça contribue au pouvoir d'achat et donc, oui, le ticket restaurant et d'autres avantages aux salariés pourraient faire partie du calcul de l'enveloppe du salaire décent. Oui. Combien de salariés en bénéficient en France ? Alors aujourd'hui en France, vous avez à peu près 10 millions d'utilisateurs de solutions Edenred, mais pour le ticket restaurant, vous avez à peu près 5 millions d'utilisateurs de titres restaurants et pour la marque Ticket Restaurant, vous avez à peu près 2,5 millions d'utilisateurs. Ça représente combien par rapport au total des salariés ? Je pourrais faire le pourcentage, mais enfin, tant qu'à faire, je suis sûr que vous avez la réponse. Alors, c'est une très bonne question. Ça représente à peu près 25% des salariés français qui ont accès à une solution de type ticket restaurant, qui est un pourcentage assez faible. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, on a 50-60%. Donc quand je vais dans certains pays, en général en rencontrant le ministre de la Santé, et le ministre de la Santé me dit toujours « Bertrand, comment on peut faire pour qu'il y ait une pénétration plus forte ?» Parce que alimentation saine veut dire
bonne santé au travail. Quand vous rencontrez le ministre en France, est-ce que c'est pas plutôt en ce moment le ministre des Comptes et j'imagine celui des Finances, Bruno Le Maire. Est-ce que Bertrand ni Bernard. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait quelque part, quand on fait la chasse aux niches fiscales et sociales, une mise en cause de l'avantage dont bénéficient les tickets restaurants? Alors c'est exactement le message inverse qu'on reçoit du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement considère que c'est l'avantage social préféré des Français, premièrement, et deuxièmement, qu'il n'est pas encore assez utilisé en France, puisque le taux de pénétration est de 25%. Donc Madame Olivia Grégoire, qui s'est emparée du dossier et qui a fini ses consultations, je tiens d'ailleurs à saluer la volonté d'écouter chacune des parties prenantes, et plutôt dans un mode, que faut-il faire pour renforcer le dispositif en France? Eh bien, on reviendra là-dessus, parce que c'est une des questions que vous pose Jacques Borrell, l'inquiétude de Jacques Borrell. Est-ce que pour vous, quand même, ça fait partie, on sait qu'il y a une guerre des talents, difficulté pour certaines entreprises, dans certains secteurs, de recruter des salariés. Est-ce que ça fait partie de cette fidélisation des entreprises? Est-ce que vos services font partie de cette fidélisation? En tous les cas, c'est ça que vous vendez? C'est exactement ça qu'on vend, c'est-à-dire qu'en gros, le phénomène est le suivant. Vous avez des populations actives vieillissantes partout dans le monde, premièrement. Deuxièmement, vous avez un taux de chômage qui est faible. Troisièmement, vous avez des cycles technologiques qui sont de plus en plus rapides. Bref, tous les employeurs partout dans le monde se battent pour un pool de ressources qui est en fait étroit. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'employeur, nos clients nous disent, écoute Dumazy, nous on a un problème. D'abord, on a un problème d'attractivité. Il faut qu'on soit capable de faire venir les talents chez nous. On a un problème de rétention, c'est-à-dire comme le chômage est bas, eh bien ça papillonne. On reste 2 ans dans une entreprise, on passe dans une autre. Et troisièmement, on a un sujet d'engagement, c'est-à-dire qu'une fois que le collaborateur est dans la maison, il faut trouver des moyens de faire en sorte qu'il se donne à 100%. Et en fait, les solutions d'Edenred permettent d'être attractifs, c'est-à-dire vous dites... Oui, parce qu'on verra qu'il n'y a pas que les tickets restaurants, comme vous l'avez souligné. Voilà, il y a plein d'autres choses qui permettent en fait de faire une différenciation par rapport à un autre employeur. Deuxièmement, ça traite d'un certain nombre de problèmes. Donc, si vous avez des enfants, vous êtes content d'avoir du ticket CESU, ce que fait Edenred. Vous avez un commuting important, vous pouvez avoir du ticket On y viendra dans la partie business mais après. Bref, Edwige a raison. En plus du salaire, apporter des bénéfices digitaux mis en place rapidement est une manière d'augmenter l'attractivité, la rétention et l'engagement. Et d'une façon, et ça vous sourit puisque la croissance d'Edenred est bonne, plus de 20% encore au premier trimestre, et pourtant, c'est pas le cas du cours de bourse. Oui. Que se passe-t-il? Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, le cours de bourse a fait x3 en 8 ans, puisque quand on a démarré l'aventure de la transformation d'Edenred, le cours était entre 13 et 14 euros. Il est aujourd'hui à 46 euros. Donc, il a fait plus que x3. Ce qui donc, veut dire ça veut dire quoi? Ils prennent leurs bénéfices c'est ce que vous pensez ou pas? Alors, c'est facile de prendre ses bénéfices aujourd'hui, puisque quand on a fait x3, on est très content. Et on a eu un cycle complet. Et donc là, on a un nouveau cycle qui démarre. Et quand vous regardez, en fait, toutes les entreprises de très grande croissance avec une bonne visibilité, il y a toujours un moment à plateau, paf, et puis après, ça repart. Donc, on est en train de reconstituer un pool de nouveaux actionnaires qui vont nous accompagner pour le cycle suivant. Oui, mais quand même, Bertrand Dumazy, est-ce que c'est pas lié un peu à un sujet que vous n'allez pas forcément apprécier, mais à une enquête en Italie, et puis quand même une décision de l'autorité de la concurrence qui a condamné avec 3 autres entreprises pour entente illicite avec une forte amende de 158 millions d'euros. Est-ce que c'est pas ça quand même? Ça a un peu impressionné les investisseurs, vous l'avez observé comme moi, j'imagine. Oui, absolument. Alors sur l'amende, ça, je ne pense pas, parce que c'est une affaire qui a duré de 2000 à 2015. Oui. Donc ça fait vraiment partie du passé. Et cette amende a été payée il y a 3 ans. Oui, donc en fait, on est allé en appel. Non, okay. ça, je pense qu'on peut le mettre de côté. En revanche, sur ce qui nous arrive en Italie, qui est juste il y a quelques semaines, qui est assez banal, c'est-à-dire qu'en gros, un appel d'offres en 2019, pour donner un ordre de grandeur, on fait 250 appels d'offres publics en France par an. Donc on en fait des milliers dans le monde. Appel d'offres en 2019, on gagne 40% de l'appel d'offres. On marche sur les orteils d'un acteur privé italien qui s'appelle Repas, qui n'est pas content puisqu'on lui a retiré en gros 50% de son chiffre d'affaires. Je me mets à sa place. Il va au tribunal de commerce en disant Edenred n'a pas rempli correctement l'appel d'offres. Ouais. Le juge en première instance dit non, ça va. En appel, le juge dit oui, c'est pas parfait et donc vous rendez un des lots. Mais il y a une spécificité italienne, c'est quand vous perdez au civil ou au commerce, ça peut aller au tribunal pénal. Et donc, un juge, comme la loi le permet, dit maintenant je vais regarder. Et c'est vrai que ça pèse sur le cours tant que l'hypothèque n'est pas levée. Mais l'hypothèque sera levée. Quand?
Alors, c'est la justice partout dans le monde, y compris en Italie, mais rapidement, est un peu combien lent. 3 ans. Ah, 3 ans, d'accord, on vous posera la question. Retour en France, et là ça se passe en ce moment, parfois parce que les prix augmentent, les relations avec les restaurateurs se tendent. Oui. Est-ce qu'effectivement, vous avez, fait des efforts en direction de cette population qui tente à trouver que vous leur demandez une commission un peu trop élevée? Oui, alors on a fait des efforts puisque nos tarifs, par exemple, n'ont pas augmenté en 2024. Je mets au défi de trouver une entreprise de service qui n'a pas augmenté ses tarifs en 2024. Mais c'est une commission, c'est pas un tarif. Ben, c'est nos tarifs pour faire partie du réseau. Ah oui, mais si leur prix augmente, vos tarifs augmentent de facto. Alors, il n'y a pas qu'une commission dans nos tarifs. Oui. Il y a une partie variable et une partie fixe. C'est combien, grosso modo, pour un restaurateur? C'est en gros 3,5%. D'accord, ok. La question qu'on peut se poser, c'est où sont les relais de croissance? Est-ce que vous n'êtes pas, en fait, trop dépendant des règles imposées par les États dans le secteur où vous intervenez? Alors, en fait, aujourd'hui, le ticket restaurant, ce qui est un des produits, ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Je rappelle que ça en représentait quasiment 2 fois plus il y a 8 ans. Donc, le niveau de dépendance par rapport à ce produit phare a considérablement baissé. C'est la première chose. Deuxièmement, ce produit phare reste un produit absolument génial, puisqu'il est réclamé, mais il est réclamé partout dans le monde. C'est-à-dire là, je rentre du Brésil, les conversations qu'on a, c'est comment avoir plus de tickets restaurants au Brésil. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc, il y a une dépendance, mais qui a considérablement baissé sur un produit où il reste encore plein de choses à faire, puisque les taux de pénétration sont encore faibles. Vous voyez, en France, par exemple, 25%. Donc non, je ne pense pas qu'on soit trop dépendant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est tous les autres services qu'on développe. Alors, on le verra dans notre prochaine séquence business, mais on voit quand même que globalement, vous avez des concurrents de plus en plus nombreux, et vous avez des concurrents qui sont des concurrents strictement digitaux. Est-ce que ceux-là sont plus dangereux que les autres? Non, parce que d'abord, on n'a pas plus de concurrence. C'est-à-dire qu'il se trouve que on regarde d'un peu plus près notre activité, mais je prends l'exemple de la France. Vous avez 12 émetteurs de tickets restaurants en France. On en a toujours eu entre 8 et 10. Et je peux vous prendre chacune de nos activités. On a toujours entre 3 et 10 concurrents. Donc en fait, nos concurrents font plus de bruit, mais il n'y a pas plus de concurrence. Il y en a toujours eu beaucoup. Mais par exemple, les solutions de péage au Brésil, si je vous dis que je suis en concurrence avec Sem-Parar, Veloy, ça vous dit rien, mais c'est un champ concurrentiel où il y en a 5 sur ce marché. Oui, mais on a le sentiment que dans le titre restaurant, là, quand soit il est arrivé, il était paré de tous les avantages du digital. Oui. Est-ce que ça vous a empêché de dormir quelque temps? Non, alors par essence, un chef d'entreprise doit bien dormir s'il veut être le bon pilote de sa boîte. Restez réveillé, parce que là, on y va, mais ceux qui ont développé le digital en France, c'est nous. Donc vous avez quelqu'un qui arrive sur ce créneau, très bien, mais on l'a déjà fait. Vous dites que vous avez investi 500 millions d'euros dans la tech, mais tout de suite, c'est le brief de Ben et après, les questions business. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour donc dans l'entretien HEC, donc c'est maintenant l'heure du brief de Bain qui va être réalisé donc par Jean-Marc Leroux. Vous êtes associé de Bain au sein du pôle FinTech. Et d'ailleurs, vous êtes quasiment en famille puisque Bertrand Dumazy a commencé sa carrière chez Bain. Donc, ça va être parfait. Comment vous allez le convaincre, effectivement, qu'il retrouve Bain, mais cette fois-ci comme un cabinet de consultant, voilà. Merci. Bonjour Bertrand Dumazy. Salut Jean-Marc. Bonjour Élie Chevrillon et bonjour Vincent Beaufils. Merci pour l'introduction. On a effectivement commencé ensemble chez Bain il y a très longtemps. D'abord, bravo Bertrand Dumazy pour ce parcours. C'est 8 ans de croissance continue à la tête d'Edenred, salué, comme le rappelait Vincent, par une entrée au CAC 40 l'année dernière. Edenred, c'est un des leaders incontournables des services de paiement spécialisés. C'est-à-dire que le métier d'Edenred, ça consiste à finalement aider vos clients entreprises à fournir à leurs employés toute une série de services de toute nature qui sont, eux, délivrés par vos réseaux de partenaires. Et donc, c'est un métier qui a l'air simple à expliquer comme ça, mais qui est assez complexe à gérer. Vous faites ce métier dans 2 grandes familles de marchés, les marchés des bénéfices employés, dont on a pas mal parlé au début, et le marché des flottes et de la mobilité, donc il ne faut pas ignorer, parce qu'il a aussi un rôle important dans votre stratégie. Ces marchés, vous les adressez de façon mondiale dans tous les pays du monde.
Le marché des bénéfices employés, c'est un marché qui est très dynamique. Vous l'avez pas mal évoqué déjà, Edwige et Vincent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre des talents. Les entreprises ont besoin de se différencier avec des offres qui deviennent de plus en plus nombreuses. Une enquête de Bain & Compagnie montrait récemment que les grandes entreprises ont au moins 10 bénéfices différents pour les employés. Donc on connaît le ticket restaurant que vous avez inventé, mais il y a aussi la santé, le bien-être, les enfants, etc., etc. C'est des marchés qui sont assez résilients, c'est-à-dire qui résistent pas mal aux crises. Les employeurs ne les retirent pas pendant les crises économiques. Et c'est des marchés qui sont en croissance à 2 chiffres dans le monde entier. Et puis à côté de ça, il y a le marché de la mobilité et des flottes d'entreprises. Donc pareil, vous aidez les employés de vos clients à utiliser les véhicules d'entreprise. Vous accompagnez aussi vos clients dans leur électrification de flotte, qui est un vrai sujet aujourd'hui, qui vous permet de vendre d'autres services encore aux entreprises, comme la recharge électrique. Dans ce contexte-là, vous avez délivré une performance remarquable. Je crois, Vincent, vous le rappeliez, croissance de 20% au dernier trimestre, mais croissance de 20% pendant les 8 derniers trimestres. Donc c'est assez spectaculaire, beaucoup plus que vos marchés de référence. C'est basé sur une belle croissance organique. Je pense que c'est basé sur une qualité de service déjà assez irréprochable. Beaucoup de clients en parlent. Mais alors, les défis ? On va en parler une seconde. C'est basé aussi sur une technologie en avance. Alors, Edenred continue constamment à investir dans la technologie et c'est pas le seul acteur de technologie dans ce métier-là. Et je pense aussi à une offre très large. Pas que les tickets restaurants dont tout le monde parle, mais beaucoup plus. Et vous augmentez d'ailleurs cette offre régulièrement par des acquisitions. Reward Gateway l'an dernier dans les employés bénéfices. Spirit dans le monde des flottes, etc. Mais Jean-Marc, il nous faut la question maintenant. La question maintenant, c'est comment vous allez faire chez Edenred pour continuer à maintenir votre leadership et à continuer à gagner alors que cette offre des concurrents se complexifie et que les attentes des clients aussi se complexifient. En fait, Et vous avez 1 minute et demie, hein, bravo, là, faut être court. Ok, alors je vais faire court. Mais efficace. Bon, d'abord, il y a la volonté. Est-ce qu'on a la volonté de continuer à croître ? La réponse est oui. On fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. On a dit qu'on ferait au moins 5 milliards à 2030. Donc, est-ce qu'on a la volonté de croître ? La réponse est oui. Deuxièmement, est-ce qu'on a les moyens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on investit ? On investit massivement. Donc, en technologie, on a investi 500 millions en 2023. On en investira presque 600 millions en 2024. Donc on a les moyens de nos ambitions aussi. Et la combinaison d'une ambition forte et d'un engagement massif en termes d'investissement doit nous permettre de continuer à progresser. Ensuite, l'innovation, c'est un muscle. C'est un muscle qu'il faut travailler tous les jours. On le travaille en interne, mais on se fait aider aussi. C'est-à-dire que le dispositif d'innovation chez Edenred, c'est d'abord, on fait partie, on est des limited partners dans des fonds d'investissement comme Raise ou Partech en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Deuxièmement, on a notre propre fonds de capital investissement qui s'appelle Edenred Capital Partners et qui investit dans une vingtaine de startups pour continuer à comprendre ce qui se passe sur le marché, donc avoir le feeling, mais aussi être capable d'intégrer ce que les autres font de bien. Donc en gros, c'est une volonté forte, affichée, c'est de l'investissement et c'est des coups de pied au derrière qu'on organise pour être sûr de continuer à être agile et innovant. Moi, j'ai juste une question, puisque vous avez commencé chez Bain, un des meilleurs cabinets de stratégie, on est d'accord. Mais est-ce que ça vous forme suffisamment pour diriger ensuite 12 000 personnes ? Vous voyez, c'est pas du tout le même exercice. Non, c'est pas le même exercice, mais en tout cas, c'est une bonne école. C'est-à-dire, c'est une bonne école d'analyse stratégique, voilà. C'est une bonne école de compréhension des grands équilibres, et c'est probablement une bonne école de savoir ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que comme on est confronté à des tas de situations différentes, on a une conscience aiguë de ce qu'on ne sait pas. Et donc, savoir ce qu'on ne sait pas, c'est probablement l'étape numéro 1 du progrès. Voilà une belle réponse pour vous, en tous les cas, Jean-Marc Leroux. Merci beaucoup. Tout de suite, on poursuit avec la question business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Nous sommes donc dans l'entretien de Bertrand Dumazy et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire Bain et vous nous avez dit que objectif croissance, 5 milliards en 2030. Donc derrière le titre restaurant, quelles sont les diversifications qui vous apparaissent les plus prometteuses ? Et pour terminer sur ce sujet-là, est-ce qu'effectivement il y a des diversifications possibles dans le sujet des bornes à recharge électrique où là, on a l'impression qu'il y a besoin un peu de standardisation ? Oui. Alors, je vais commencer par ça. Donc, nous, la mobilité, ça fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. C'est aussi en croissance à 2 chiffres. Si vous avez une carte Edenred, vous pouvez faire votre plein d'essence, d'éthanol, de bioéthanol, et désormais, vous pouvez recharger votre véhicule hybride ou électrique dans 570 000 bornes en Europe. Mais en fait, en parlant à nos clients,
nos clients nous disent « Ouais, Dumazy, c'est bien, tes 570 000 bornes, mais en fait, on a besoin d'autres services. » Moi, je suis patron d'une flotte de véhicules de livraison. Et en fait, d'abord, je dois être capable de recharger non pas sur la route, mais essentiellement dans mes dépôts. Et je ne sais pas comment faire. Donc, aide-moi à installer des bornes dans les dépôts. On va le faire. Deuxièmement, je ne sais jamais comment les bornes, si elles fonctionnent, et quand elles ne fonctionnent pas, à quelle puissance je peux quand même en tirer, donc à quelle borne je vais. Donc, aide-moi à gérer en fait mon parc de bornes. On va le faire avec un operating system. Donc, vous avez un téléphone portable, dedans, il y a un operating system. Les bornes, désormais, vont être gérées par des operating systems déployés par Edenred. Puis, troisième élément qu'ils nous disent, c'est un gros bin, c'est-à-dire que qui paye quoi et quand. Donc, un collaborateur qui a sa voiture électrique, il la recharge au bureau, mais quand il la recharge à la maison ou en route, c'est un usage personnel, c'est un usage professionnel. Et puis, j'ai des véhicules électriques et des véhicules thermiques. Donc, comment je fais pour comprendre la consommation moyenne de mon parc et son évolution. Et donc, Edenred va faire ça. Et on va faire ça à partir d'une plateforme technologique qu'on a rachetée au Danemark, qui s'appelle Spirii, et qui fait déjà ça pour des grands noms de l'industrie un peu partout dans le monde. Donc, vous allez voir Edenred accélérer sur la mobilité. Oui. Dernier point, non, allez-y. La mobilité, ça n'est pas que la recharge électrique. Vous avez aussi l'utilisation des transports en commun. On vient de faire un achat au Brésil. Vous avez au Brésil 130 millions d'utilisateurs de transports en commun tous les jours. Et on est en train de devenir leader de l'accès aux transports en commun avec de l'argent dédié sur un compte Edenred. Il y a une question sur le Brésil, justement. C'est pour ça que je me permettais de vous interrompre, parce qu'il y a une question sur le Brésil de quelqu'un qui est très intéressé. Vous verrez ça par la question. Mais à l'inverse, quels nouveaux usages n'ont pas fonctionné ? Alors, dans les nouveaux usages, il y a une chose, moi, qui me tenait beaucoup à cœur, et on n'y est pas arrivé, à nouveau au Brésil, c'est l'avance sur salaire. C'est-à-dire que vous êtes un salarié au Brésil, et en général, il y a encore beaucoup de salariés pauvres. Vous pouvez avoir une avance sur salaire, mais elle est très difficile à mettre en place. Et puis surtout, elle peut avoir des mauvais usages. Donc nous, on a développé une avance sur salaire sur une carte Edenred. Donc vous avez 30% de votre salaire qui est toujours disponible, mais vous ne pouvez le dépenser que pour des dépenses de santé et pour éviter un couple avec un enfant malade qui dit « j'ai pas les sous, donc je soigne pas mon enfant » ou « il faut vraiment que je le soigne et un aigrefin va me prêter de l'argent, mais à des taux d'intérêt qui sont usuriers ». Et ce produit qui me tient profondément à cœur, pour l'instant, on n'arrive pas à le mettre à l'échelle. Oui, d'accord. On voit quand même là, à ce moment-là les limites. Ça fait à peu près 1 an, je crois, puisque vous parliez d'acquisition à l'instant, que vous avez racheté Reward Gateway pour 1,3 milliard, quelque chose comme ça. Oui. Ça. Où est-ce que vous en êtes de l'intégration? Est-ce que c'est aussi prometteur que prévu? Pour l'instant, tout va bien. Tous les voyants sont ouverts. So far, so good. Premier objectif, c'est ne pas casser l'objet qu'on a acheté. Donc, très grosse croissance en 2023 et ça continue bien en 2024. Elle vous apporte quoi? Alors, en termes de croissance? Oui, et en termes de business. Croissance, 30% de croissance sur l'année 2023. Ensuite, deuxième objectif, l'intégration des 2 équipes en Angleterre, puisqu'on avait 2 équipes qui faisaient un peu la même chose. Et donc, l'intégration est en route. On a trouvé des nouveaux locaux. Il s'agit en fait de créer une 3e culture, pas Reward Gateway, pas Edenred, mais une culture derrière un projet. Et troisièmement, déploiement de ces offres en Europe continentale, avec la France, la Belgique et l'Italie comme étant les 3 premiers pays. Et comme vous l'avez dit, so far, so good. Alors, l'engagement, c'est quoi? C'est vous êtes un collaborateur avec la plateforme Edenred, par exemple un croupier, et vous avez été le salarié de la semaine. C'est-à-dire que vos clients ont dit « Ouais, Dumazy, c'est un bon croupier ». Alors, le DRH peut vous donner de l'argent en disant « Écoute, je t'envoie 100 € sur une application digitale pour te remercier de la bonne semaine que tu as passée. » Ça paraît anodin, mais oui, j'ai envie de dire ça vaut 1,3 milliard, non? Ouais, mais on ne fait pas que ça. Il y a un deuxième service qui s'appelle l'Employee Savings, c'est-à-dire que quand vous faites partie de cette plateforme, vous avez accès à des offres à des prix bien plus faibles. Et donc, vous économisez de l'argent sur vos achats. Ça, en fait, la mentalité européenne continentale est encore un peu éloignée. Mais aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, ça fait un tabac. Alors justement, quand on regarde ce qu'est votre développement international, vous avez beaucoup parlé du Brésil, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire d'amour ancienne. Y compris quand Accor était encore actionnaire. J'en reviens, voilà, c'est ça. D'où mon choc thermique. D'où votre choc thermique. Mais sur des pays nouveaux, quels sont ceux qui vous ouvrent les bras? Et pourquoi est-ce que les États-Unis sont si difficiles à convaincre?
Là aussi, il y aura une question sur les États-Unis. Ah bon, alors on oublie. Ouais. Alors, non, mais répondez quand même. Non, mais déjà, on est dans 45 pays dans le monde, ce qui fait à peu près 80% du PNB mondial. Donc, on est positionné aux bons endroits. Cependant, vous avez raison, Vincent, en Asie, le poids de l'Asie par rapport à la croissance future de ce continent, et le poids chez Edenred est encore trop faible. Donc, il faut qu'on trouve de nouvelles offres à développer dans des marchés asiatiques qui sont très spécifiques. Par exemple, l'alimentation en Asie, ça ne marche pas parce que vous pouvez vous alimenter relativement bien et à faible prix. Mais il y a plein d'autres choses qui se développent. Aux États-Unis, on est en forte croissance, mais on n'est pas encore au niveau où on aimerait être. On parlait de la mobilité, il y a 1 million d'utilisateurs déjà aux États-Unis des solutions Edenred, notamment ce qu'on appelle commuter benefits, donc c'est de l'argent, mais pour faire son commuting sans utiliser sa voiture. Mais on est encore loin du compte, C'est intéressant, on voit que vous êtes, vous considérez un peu comme une fintech, du reste Jean-Marc Leroux de Bain en a parlé. Oui. Vous êtes dit aussi, vous investissez, je dis ça parce que je ne l'ai pas vérifié, 500 millions d'euros. Ces chiffres sont publics. Oui, ben voilà, je ne l'ai pas vérifié, 500 millions d'euros par an. Oui. Pourquoi faire en fait? Parce que quand on pense à vous, on ne pense pas forcément fintech. Alors, pourquoi faire? C'est toute la technologie qui est derrière qui est essentielle. Oui, en fait, aujourd'hui, la plateforme Edenred, c'est une plateforme qui gère 100 milliards par an. On a 100 milliards qui passent dans nos tuyaux. Donc déjà, vous devez avoir une plateforme robuste, compliant et totalement bulletproof en termes de sécurité informatique. Donc ça, c'est des investissements constants. Puisqu'on a en face de nous des cyberterroristes qui sont de plus en plus malins. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on apporte en permanence des nouveaux services. Donc ces nouveaux services, ils doivent être développés et après mis en ligne sur nos plateformes. Et donc le développement de ces nouveaux services a également un coût. Donc la montée à l'échelle de nos plateformes plus l'innovation, c'était 500 millions d'euros d'investissement et ce sera probablement 600 millions d'euros cette année. Vous avez déjà eu des cyberattaques? Oui. Situation très désagréable. En vous entendant parler comme ça du futur, on se pose une question. Pourquoi est-ce que pendant si longtemps, vous avez appartenu à Accor? Et d'ailleurs, au moment de votre scission, il y a même eu un conseil d'administration qui a démissionné parce qu'il était contre cette scission. Ça avait un intérêt, effectivement, de faire partie d'un groupe plus puissant ou est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise maintenant? Non, je pense que si vous regardez la croissance d'Edenred, 2010-2015, chez Accor, le chiffre d'affaires reste aux alentours d'1 milliard. Depuis que la scission est faite, le chiffre d'affaires a fait x2,5 et on y va pour x2 d'ici à 2030. Donc en fait, être centré sur son métier, avec un management qui ne fait que ça, et des actionnaires qui sont alignés sur une activité qui est très particulière, et probablement une gouvernance bien meilleure qu'être noyé dans un groupe où vous avez 500 000 collaborateurs et 490 000 collaborateurs font une autre activité. Oui, mais maintenant, on peut dire que vous êtes opéable. À tout moment. Est-ce que ça à tout moment? Oui. En plus, vous êtes une entreprise de CAC 40, donc vous êtes beaucoup plus visible. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et comment vous gérez ce risque d'opéabilité? Alors, le risque d'opéabilité, je peux l'écarter tout de suite. Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, quand vous êtes coté et que vous avez 98% quand vous étiez chez Accor, ça n'était pas le cas. Oui, mais depuis qu'on est coté, vous avez raison, depuis qu'on est coté, on est opéable tous les jours. Et il se trouve que la structure capitalistique d'Edenred, c'est 98% de flottants, 50% d'actionnaires nord-américains, 25% anglo-saxons. Donc moi, je suis opéable tous les jours. Ouais. Je n'y pense pas tous les jours. Ce qui nous protège, c'est la croissance et le développement de l'entreprise. Ouais. L'intégration au CAC, ça a changé quelque chose? Dans ma vie ou la vie des collaborateurs? En tant que patron d'Edenred, je ne sais pas. Oui, alors il y a... Non, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Oui, si, il y a un degré d'exigence qui est quand même un petit peu plus fort, notamment en termes de compliance. Il y a des effets amplificateurs. Vous parliez du cours de bourse. Il y a plus de trades sur l'action Edenred qui se fait de manière automatique. Donc, vous avez des effets amplificateurs à la baisse, mais aussi à la hausse. Et puis, quant à moi... Oui, parce que Dumazy est patron du CAC maintenant. Ça change un petit peu la chose quand on se regarde le matin en se rasant. Alors non, moi, c'est surtout dans les dîners familiaux que ça change les choses, puisque ma sœur aînée, qui avait l'habitude de dire avant qu'Edenred soit au CAC, le patron, là, il va nous débarrasser la table, et évidemment, je m'exécute. Elle faisait ça à peu près un dîner sur 3. Désormais, ça l'amuse. 2 dîners sur 3. Et elle ne dit plus le patron va nous débarrasser la table, elle dit le grand patron du CAC 40, là, il va nous débarrasser la table. Allez, tout de suite, c'est la deuxième partie de l'entretien HEC avec des questions des alumni, justement, de Jacques Borel, et puis un micro-trottoir. À tout de suite.
BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour donc dans l'entretien HEC avec vous, Bertrand Dumazy. On est encore une petite demi-heure ensemble avec des tas de questions, des alumni et puis des questions plus personnelles. Mais là, maintenant, on a un petit micro-trottoir très sympa qui fait en direct du campus HEC auprès d'étudiantes. C'est des propos qui ont été recueillis par Estelle Plaguet et Loane Gilbert. Est-ce que vous regardez un petit peu les avantages sociaux? Ouais, c'est un complément. Quand on est côté employeur, maintenant, c'est quelque chose dont on fait très attention pour attirer les talents. C'est pas un des premiers critères et on n'est pas dans des situations, je pense, où on peut être trop exigeant par rapport à ça. Franchement, les tickets restaurants, ça peut faire la différence. Moi, je suis plutôt secteur public, justement, et ça peut faire la différence, ouais. Si je te montre ça, est-ce que ça te parle? Mes parents en ont une, ouais. Si je vous montre ceci... Non, c'est pas vrai. Mon ancien stage ici, regardez. Ah, en direct. Plus, ils ont transféré, mais en direct, c'est live, hein, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge. On m'a expliqué que le format dématérialisé, c'était un peu la nouvelle tendance. D'ailleurs, quel groupe opère la carte ticket restaurant? Swile, non? Ouais, Swile. Sinon, il y a Edenred. J'aurais tendance à dire Edenred, mais... Un groupe qui est donc dirigé par Bertrand Dumazy, qui est notre invité ce mois-ci. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment sont financés les tickets restaurants? Par l'entreprise. En partie. Moi, j'ai eu 3 mois de tickets restaurant, mais qu'on me donnait au fur et à mesure, quoi. Et donc, pas plus que ça, quoi. Je savais pas vraiment comment ça marchait. On m'expliquait pas davantage. Ça retire peut-être certaines cotisations pour le patron ou enfin, je sais pas, des choses comme ça. Pensez que le ticket restaurant, c'est uniquement un concept français? Ouais, moi j'ai travaillé 1 an aux États-Unis et on n'avait pas du tout de ticket restaurant, donc effectivement très français, j'ai l'impression de ce point de vue-là. Le restaurant est très dans la culture française et les avantages sociaux, la France était quand même pas mal avancée, donc je pense que je dirais oui. Ça marche au Chili aussi. Non, je crois que c'est assez, enfin, ça s'internationalise. Ça a l'air d'être quelque chose de peut-être à l'origine français. Ouais, c'est ça. Combien de repas sont payés avec une solution Edenred chaque année dans le monde? Je dirais des centaines de millions, quoi. Vous avez dit qu'ils opéraient dans 45 pays. Ok, à raison de, moi je dirais en France, c'est 10 millions. Je serais peut-être sur un petit milliard. Ouais, un petit milliard, quoi. Ouais. Moi je dirais le milliard de repas. Quel type d'avantage, autre que le ticket restaurant et le paiement de repas, pourrait être utilisé pour fidéliser les salariés d'une entreprise? La flexibilité dans les modes de travail, est-ce qu'il y a du télétravail? Je pense aux aides pour le transport, notamment tout ce qui est mobilité douce. Pour être pas mal, c'est par rapport aux gardes des enfants. Je sais que c'est de plus en plus dur pour les parents de trouver des places dans les crèches, etc. Et je pense que ça peut être des vrais avantages qui font la différence pour certaines entreprises. Tout ce qui relève aussi de la santé mentale, d'assurer le bien-être des salariés. Permettre des avantages en termes culturels, en termes de voyage, en termes de tout ça. Il y a des entreprises qui proposent ça. Et je pense que ça permet de retenir des talents. Bonjour Monsieur Dumazy, moi ma question c'est quel est le plus gros challenge auquel vous faites face aujourd'hui chez Edenred? Dans le contexte très concurrentiel de l'émergence d'acteurs tech comme Swile, comment se positionne Edenred sur la question des tickets resto? Commentaire, non? Je sais pas. En fait, ils sont très bons. Non, mais ça peut ils sont très bons et toutes les questions posées sont intéressantes. Mais en 2 mots, est-ce que c'est une activité internationale? Oui, la France fait 15% de notre chiffre d'affaires. Il y a 45 pays dans le monde qui utilisent cette invention française. Deuxièmement, est-ce que c'est digital? Oui. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'en France où il y a du ticket papier. Troisièmement, qui finance ça? C'est en gros 60% l'employeur, 40% l'employé. Eh bien justement, c'est très bien, vous faites le lien, vous êtes formidable. Tout de suite, c'est les questions des alumni, avec une petite exception donc. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Question des alumni, comme je disais, une exception parce que Vincent Beaufils m'a rappelé qu'il est HEC, mais maintenant il a 97 ans, donc il n'a pas pu faire sa vidéo. Il a une question pour vous, c'est Jacques Borel, l'inventeur des tickets restaurants. Mais c'est moi qui vais vous poser la question, enfin ça revient un peu. Je crois qu'il nous a écrit qu'en fait, il a dû faire 500 visites à Georges Pompidou. C'était quelqu'un de, on sait, assez efficace et assez résistant, on va dire. 500 visites pour obtenir de Georges Pompidou cette fameuse ordonnance de 1967 qui exonère les tickets restaurants d'impôts et de charges sociales. Mais maintenant, sa grande crainte, et il vous pose la question, est-ce que vous partagez cette crainte qu'on supprime cette ordonnance de 1967? Parce que, paraît-il, il y a des discussions. Alors, je ne partage pas du tout la crainte de Jacques Borel, puisque les conversations qu'on a avec le gouvernement et la ministre, Madame Olivia Grégoire, c'est des conversations autour de
comment pérenniser encore plus et développer encore plus le ticket restaurant en France, puisque encore une fois, il n'y a que 25% des collaborateurs qui l'utilisent. D'ailleurs, cette étudiante d'HEC dit moi je suis plutôt au secteur public et on n'en a pas. Oui. Très bon exemple d'extension. Ouvrir cet avantage aux salariés au secteur public. Ouais, comme dans les grandes surfaces. On pourrait parler des indépendants. En France, les indépendants n'ont pas accès à ce système, alors que dans plein d'autres pays, indépendants et secteur public ont accès au ticket restaurant. Donc en fait, l'enjeu en France, c'est pas du tout de supprimer ce programme d'alimentation au travail, qui est l'avantage social préféré des Français, mais plutôt de le développer et de le pérenniser. Donc non, je ne partage pas la crainte de Jacques Borel. En revanche, je suis admiratif de la patience de Georges Pompidou, parce que 500 fois sur le même thème. Semaine, mais ce que n'a pas dit Jacques Borel, et qui est à mon avis encore plus amusant, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi aux États-Unis on se développe, mais pas dans le ticket restaurant, c'est que la loi pour instaurer du ticket restaurant aux États-Unis a été refusée à un vote. C'est passé à un vote près. Vous pourriez réessayer quand même. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc voilà, on revient dans notre canal traditionnel avec les questions vidéo des alumni, avec celle de Graphie. Bonjour, je suis Graphie, promo 2011 et cofondatrice des restaurants Pieds Noailles. J'ai 2 questions. Je vais commencer par la sympa. En à peine quelques années, vous avez hissé Edenred, qui était une belle endormie, au sein du CAC 40. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à un entrepreneur, lequel cela serait-il ? La deuxième question, un peu moins sympa, c'est de savoir quand on aura vraiment la dématérialisation et surtout de la transparence à l'égard du restaurateur. Je sais que ce n'est pas évident de prôner le progrès quand tout nous pousse au statu quo, mais je suis convaincue que si on libère cette partie de l'entreprise qui défend un précaré, eh bien ça lui permettra de faire un véritable bond vers l'avant. Alors, Graphie, à la première question, évidemment, mon conseil est de ne pas donner de conseils. Cependant, moi, je crois que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer les conditions de température et de pression qui font que chaque collaborateur ait envie de donner le meilleur de lui-même. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord des femmes et des hommes qui se lèvent le matin et qui ont envie d'aller porter un peu plus loin la performance de l'entreprise. Donc, mon seul conseil serait, soyez authentique et créez les conditions de température et de pression qui donnent envie à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et chez chacun, il y a du génie. À la deuxième question, qui est digitalisation et transparence. Alors, digitalisation, tous les produits Edenred sont digitaux. Il y a un marché en France, où il y a encore une partie un peu en papier, c'est la France. Et d'ailleurs, Madame Olivia Grégoire va faire sauter cela en imposant une date de digitalisation, et c'est une très bonne chose. Et moi, je le réclame depuis que je suis arrivé à la tête d'Edenred. Deuxièmement, sur la transparence des prix, vous allez sur le site Edenred et vous aurez exactement toutes les conditions tarifaires. Elles sont publiques et totalement transparentes et totalement détaillées. Donc, Graphie, ne vous en faites pas. La transparence est là et la digitalisation arrive. Quant au précaré, il n'y a pas de précaré. C'est-à-dire qu'on ne gère pas une entreprise en se disant « je ne vais rien changer ». En tout cas, chez Edenred, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. On a totalement disrupté l'entreprise pour lui donner un nouvel élan de croissance. Et c'est pour ça que, en gros, en 8 ans, tout a fait x3. Parce qu'on a tout repris et on a tout changé. Une question de quelqu'un qui a été assis à ce même micro il n'y a pas très longtemps, c'est Alexandre Pro, le patron d'une fintech, lui aussi, enfin d'une vraie fintech, Conto. On l'écoute. Bonjour Bertrand, je suis Alexandre Pro, cofondateur SEO de Conto et HEC 2006. Ma question pour toi est la suivante. Edenred a inventé son propre marché il y a déjà maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc je me demande comment au quotidien vous vous organisez concrètement pour continuer à innover avec une entreprise qui est déjà assez grande, assez grosse et en plus avec pas mal de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Alexandre, merci pour ta question. Alors en fait, comme je l'expliquais auparavant, le désir d'innovation, d'abord c'est un muscle qu'il faut travailler régulièrement et se faire aider aussi pour le travailler par des petits coups de pied au derrière. C'est pour ça qu'on a notre propre fonds d'investissement, Venture Capital, donc Edenred Capital Partners, 100 millions d'euros de dotation. On est Limited Partners chez Raise et chez Partech, comme ça on voit ce qui se passe dans le monde entier sur les technologies et sur les inventions. Il faut savoir aussi qu'Edenred est une plateforme distribuante et distribuée, c'est-à-dire que sur notre plateforme, on distribue des services digitaux qui ont été développés par d'autres, ce qui nous permet de voir ce que font les autres et donc de rester agile, mais on est aussi distribué par d'autres. Au Brésil, on a un partenariat avec Nubank que tu connais bien puisque c'est aussi une fintech
mais qui sert 65 millions d'utilisateurs au Brésil. C'est une banque digitale comme la tienne, 65 millions d'utilisateurs. Et quand tu vas sur cette banque digitale en tant qu'utilisateur, tu vas avoir un pop-up qui dit « Est-ce que tu veux une solution de péage digital Edenred ?» Si oui, en 4 clics, tu deviens en fait client d'Edenred. Et ce partenariat nous force et nous aide à être constamment innovants sur les technologies qu'on utilise. Il a annoncé là bientôt qu'il veut rentrer en bourse. Vous lui conseillez de rentrer en bourse? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question en disant c'est pas une bonne idée. Alors, d'abord, je ne connais pas la situation exacte de Conto. S'il peut l'éviter, c'est toujours mieux de l'éviter. Au moins, c'est clair. On a la réponse. Alexandre a la réponse. La prochaine question vient de Charles Capoul. Bonjour monsieur, Charles Capoul, HEC Entrepreneur 2021, cofondateur de Bonne Table, nouvelle chaîne de restauration française qui participe à l'insertion professionnelle de ses équipiers et qui a ouvert cette année à Paris. Ma question pour vous est la suivante: comment une grande entreprise comme Edenred fait pour accompagner des petites entreprises comme la nôtre qui s'engagent pour la société, tant d'un point de vue durable que d'un point de vue de la solidarité? Bonjour Charles, merci pour ta question et bonne chance à Bonne Table. La première chose qu'on peut faire, c'est que tu fasses partie du réseau Edenred. C'est-à-dire que le volume qu'on crée, une partie de ce volume arrive chez toi. Et donc, la première chose que je puisse faire, tu m'appelles et on va faire en sorte que ton réseau de restaurants fasse partie du réseau Edenred. Et comme ça, tu bénéficieras des milliards de volumes qu'on est capable de disséminer chez tous les restaurateurs. Question suivante, une question de Vincent Musel. Bonjour Monsieur Dumazy, Vincent Musel, HEC 2008, aujourd'hui directeur du bureau d'HEC pour les États-Unis. Ma question concerne donc les États-Unis où vous êtes présent et vous développez notamment des solutions de fuel cards pour les flottes corporate. Ma question est donc dans les villes américaines où la mobilité décarbonée est de plus en plus encouragée, je pense à San Francisco, New York, Austin, observez-vous un shift de demande vers ce type de mobilité et de produits? Si oui, comment l'adressez-vous? Et sinon, est-ce que vous pensez que c'est votre rôle de l'initier et de l'encourager aussi? Merci beaucoup. Salut Vincent, ça me fait plaisir de te voir à New York. Et dans ton dos, il y a une tour et j'ai bossé au 44e étage de cette tour, la tour Allianz. Donc ça m'amuse beaucoup de te voir là. Alors, est-ce que c'est notre responsabilité de le faire? Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, nous, on s'est engagé, Edenred, à être totalement décarboné d'ici à 2050 en suivant les trajectoires de la méthodologie SBTI. Et donc, c'est nous en tant qu'entreprise, mais c'est aussi nous en tant que fournisseurs de services. C'est pour ça qu'on est très à l'offensive aux États-Unis avec un produit qui s'appelle Commuter Benefits. Si tu renonces à l'utilisation de ton véhicule pour utiliser les transports en commun pour faire ton commuting, alors tu vas recevoir de l'argent sur un compte Edenred digital qui ne peut être dépensé que pour ton commuting. On a déjà 1 million d'utilisateurs aux États-Unis et on est en croissance à 2 chiffres. Donc c'est notre responsabilité de le faire et tu peux compter sur nous pour y aller, mais pas qu'aux États-Unis. Je parlais du Brésil, on va devenir numéro 1 du ticket transport, au Brésil. Et oui, je pense qu'on arrive effectivement au Brésil avec Thiago Penteado, parce que c'est un prénom effectivement portugais. Bonjour Bertrand, je m'appelle Thiago Penteado, je travaille à HEC Paris pour l'Institut Entrepreneuriat et Innovation. Moi, je suis aussi brésilien et je sais que vos activités sont très développées au Brésil. Donc, quels sont les sujets prioritaires dans ce marché brésilien? Bom dia, Thiago. Alors au Brésil, c'est un pays immense, 220 millions d'habitants. Edenred est présent depuis 1976 et donc c'est une histoire d'amour très profonde. Et vous en revenez? Et j'en reviens. Et quand je parle d'histoire d'amour, quand on a fêté les 10 ans d'Edenred, on les a fêtés au Brésil. On a fait migrer 500 personnes au Brésil. C'est dire à quel point ce pays nous est cher. Alors, mes priorités au Brésil, quelles sont-elles? D'abord, en mobilité. On est aussi en forte croissance sur le transport collectif, mais aussi sur le transport individuel. Ma priorité, c'est de faire que notre assistant virtuel qui s'appelle TED se développe et TED est capable de te dire en tant que chauffeur, aujourd'hui tu dois faire ton plein en bioéthanol ou une recharge électrique, et l'optimisation de ton parcours est le suivant, ce qui permet en fait d'avoir une empreinte carbone dans la livraison qui soit la plus faible possible en utilisant
l'intelligence artificielle pour maximiser en fait ces routes et ces sources d'énergie. Ma deuxième priorité au Brésil, c'est le péage. Le péage qui se développe énormément au Brésil, en B2B mais aussi en B2C, avec nos solutions qui s'appellent Tagui. On est rentré sur ce marché, on est en très forte croissance. Et le péage de quoi ? Péage autoroutier. Ah, autoroutier, ouais. D'accord. Et donc ça, c'est ma deuxième priorité. Ensuite, sur avantages aux salariés et engagement, sur un produit que tu connais bien et qu'on appelle Chiquech ou Chiquechi, en fonction de si tu es à Rio ou à São Paulo. C'est un marché qui reste encore à opportunité, mais on a plein d'autres avantages aux salariés qu'on est en train de développer. Et donc, notre stratégie Beyond, c'est-à-dire d'autres produits, est en train de se développer. Notamment, vous avez parlé de Reward Gateway en Europe. On a l'équivalent en Amérique du Sud qui s'appelle Go Integro. Et donc, Thiago, tu vas voir un développement massif de ce qu'on appelle le Reward et Recognition au Brésil sous une marque qui s'appellera Edenred Go Integro. Autre question cette fois-ci de Monica Prieto. Bonjour Monsieur Dumazy, je m'appelle Monica Prieto, exécutive MBA 2019. Je suis une ancienne avocate, passionnée par la transformation digitale que nous traversons et travaille actuellement chez Microsoft. J'aimerais savoir comment vous imaginez le monde du travail en 2050 sur fond d'urgence climatique et de révolution technologique sans précédent. Comment pensez-vous que vont évoluer les besoins de vos clients et comment Edenred va y répondre ? Monica, merci pour cette super question. Alors moi je vois 3-4 grosses tendances d'ici à 2050. Première tendance, l'équation attractivité, rétention, engagement est une équation avec laquelle on va devoir vivre parce que la population vieillit et parce que les cycles technologiques s'accélèrent et donc on se bat tous pour les mêmes ressources. Première tendance. Deuxième tendance forte, l'individualisation des avantages aux salariés. Les générations actuelles n'acceptent plus l'idée que ce soit le même régime pour tout le monde. Et donc, les employeurs vont devoir en fait personnaliser de plus en plus le type d'avantage. Donc, je suis jeune, j'ai envie d'aller au resto, c'est du ticket resto. J'avance un peu en âge, j'ai des enfants, donc j'ai d'autres besoins, du ticket CESU pour la garde des enfants. J'avance un petit peu en âge, c'est mon commuting parce que j'ai acheté une maison et qui est à 30 km de mon lieu de travail. Donc deuxième grosse tendance, la personnalisation des avantages aux salariés. Troisième grosse tendance, je pense que, comme on le voit dans les pays d'Europe du Nord, il va y avoir une compréhension que la santé, qui est notre seul actif, dépend de 3 choses. 1, une alimentation saine, nous sommes ce que nous mangeons. Deuxièmement, une activité physique. Et troisièmement, un bien-être psychologique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'essaye de faire Edenred. Reward Gateway, c'est le bien-être psychologique. L'alimentation au travail, c'est le ticket restaurant. Il nous manque un ticket sport qui existe dans les pays du Nord. Donc ça, je dirais que c'est la troisième grosse tendance que je vois d'ici à 2050. Et il nous reste à peine 1 minute et demie pour la dernière question de Léa et la réponse. Bonjour, je m'appelle Léa, HEC Promo 2020, Grande École. Nous sommes live de la HEC UK House. Je travaille pour l'entreprise Louis Dreyfus et qui est dans le secteur agrocommodité. J'aimerais bien vous poser comme question, c'est aujourd'hui, avec l'engagement croissant de l'Union européenne pour lutter contre la déforestation et une conscience croissante du côté consommateur pour une alimentation plus pour promouvoir le côté social et environnemental. Comment vous comptez collaborer avec vos fournisseurs et vos restaurateurs pour un approvisionnement plus durable et responsable? Léa, merci pour ta question. Alors, déjà, nous, la première source qui peut être impliquée dans la déforestation, c'est du ticket papier. Nous, on veut la mort du papier, voire même la mort de la carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Finlande ou en Espagne, quand vous êtes client d'Edenred, vous n'avez même plus de carte plastique, vous avez juste votre téléphone portable. Donc, c'est se passer de supports qui sont un peu artificiels et qui ont une empreinte carbone qui n'est pas bonne. Deuxièmement, pour les restaurateurs, Edenred est à la tête d'une initiative pan-européenne qui s'appelle le programme Food et qui essaye en fait de faire la promotion d'une alimentation saine, d'abord pour ceux qui prennent cette alimentation, mais aussi pour ceux qui la préparent. Et donc ce programme Food est à peu près dans 10 pays européens. On a des interlocuteurs, on pousse pour que les restaurateurs appartiennent en fait à cette certification Food. C'est la deuxième chose qu'on puisse faire, Léa. La troisième, c'est d'une manière générale la décarbonation. À nous de nous engager en tant qu'entreprise, mais aussi avec les services qu'on
qu'on propose. Je te donne un exemple. En Belgique, on a un service qui s'appelle l'éco-chèque. L'éco-chèque, c'est de l'argent, mais qu'on ne peut dépenser que pour des produits dits écologiques. 1 euro d'éco-chèque, 1 kilo de CO2 économisé. Voilà ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Conclusion quand même, quelques questions un peu personnelles, vous allez voir ça. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Dans cette partie éducation un petit peu vide poche, est-ce que vous êtes favorable à la taxe sur les super profits, sur les super riches qui nous occupent beaucoup? Non? Pourquoi? Parce que vous en faites partie? Non, alors j'aimerais bien en faire partie, mais en fait, trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, il y a un moment où les gens talentueux qui ont innové et entrepris ont déjà suffisamment contribué à la collectivité. Je pense qu'on est à peu près au bon niveau en France. Alors, Bertrand Dumazy, vous avez une devise personnelle qui est tenir, s'y tenir, se tenir. J'aimerais bien que ces 3 éléments qui sont assez différents, vous pourriez les illustrer avec des exemples différents. Comment effectivement vous tenez, vous s'y tenez et vous se tenez. Alors, d'abord, tenir, ça veut dire tenir face à des mers qui parfois peuvent être un peu déchaînées. Donc, ça veut dire garder son cap et garder l'espoir. Il y a toujours des petites traversées du désert et on finit toujours par en sortir. Donc ça, c'est ce que ça veut dire pour moi, pour tenir. Se tenir, ça veut dire que quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments de stress, garder une attitude respectueuse vis-à-vis d'autrui me paraît être tout à fait sain dans une société où il n'est pas facile en fait de vivre avec les autres. Mais si on ne fait pas d'efforts de courtoisie et de gentillesse, alors l'homme redevient un loup pour l'homme. Donc ça, pour moi, ça serait se tenir, essayer de se tenir à peu près correctement. Je ne fais la leçon à personne, la longue liste de mes manquements est infinie, mais c'est quand même bon de se le rappeler. Il n'y a pas de rapport qui valse dans votre bureau quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez arriver sur votre table. Et quand j'ai des petits accès de colère, il m'arrive souvent le soir de rappeler un collaborateur en disant je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu peux attendre de ton patron et donc je te prie de bien vouloir m'excuser. Donc ça, pour moi, c'est se tenir. Et s'y tenir, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, il faut parvenir immédiatement dessus. On prend une décision et on y va et on va faire en sorte que cette décision soit la meilleure. Et donc, tergiverser, au bout d'un moment, devient tout à fait contre-productif. Donc, tenir, se tenir et s'y tenir. Vous avez un patron un peu iconique? Alors, j'en ai plusieurs. D'abord, je voudrais rendre hommage à Jean-Paul Villot, qui a été mon patron chez Néopost et qui était un homme absolument formidable. Formidable de patience, formidable d'intelligence et d'audace. Donc Jean-Paul a été pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans son rapport aux autres. Et d'ailleurs, on a parlé ensemble, ayant passé pas mal de temps aux États-Unis, l'importance de créer des conditions de température et de pression qui donnent à chacun l'envie de faire mieux. Et ça, probablement que Jean-Paul m'a appris cela. Et puis vous avez une autre forme de modèle qui est Paul Dubreuil, parce qu'on a appris tout à l'heure, entre 2 séquences, que vous alliez faire le Paris-Roubaix à vélo. Lui, c'est un grand cycliste. Alors c'est remarquable. C'est-à-dire Paul Dubreuil, à 65 ans, a étalé... Fondateur d'accord. Est allé de Paris jusqu'à Saïgon. Alors avec des conditions techniques remarquables, un camion d'assistance, etc., mais à 65 ans, je crois, même 68 ans. Et donc c'est vraiment, oui, un modèle d'abnégation et de sueur sur son vélo. Bonne chance pour votre Paris-Roubaix à vous. J'en ai besoin. Là. Merci beaucoup, en tous les cas, Bertrand Dumazy, de vous être prêté à cet entretien HEC. Merci beaucoup. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.